Donc, comme vous l'avez bien décliné au départ, l'Institut d'études avancées est aujourd'hui se positionne de plus en plus sur l'échiquier de la recherche au niveau de Saint-Louis par la diversité et la richesse de ces présentations et aussi tout l'intérêt qu'il suscite au niveau des chercheurs, des universitaires de toutes les disciplines. C'est dans ce cadre que nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madame Hilary Jones, qui est une chercheuse émérite, qui est une historienne, qui est enseignante, professeure d'histoire à l'Université du Maryland, au College Park, et qui s'est particulièrement intéressée à la problématique du métissage au niveau du Sénégal et particulièrement de Saint-Louis, qui, comme chacun d'entre nous le sait, a joué un rôle historique extrêmement important dans les relations Europe-Afrique et particulièrement au cours de la période de la colonisation française qui a débouché sur des guerres coloniales, sur la transformation des équilibres sociaux, économiques et politiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest et sur la création de nouveaux ensembles géographiques, historiques et sociaux dans cette zone. Une des têtes de pont de cette entreprise a été... excusez-moi de faire une petite parenthèse en précisant que je ne suis pas historien. Je suis bien sûr juste un écrivain, donc comme dirait l'autre de manière humoristique, je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas, mais c'est bien que que les gens aussi mettent un peu les pieds dans le plat, comme on dit, et se mêlent peut-être de ce qui ne les regarde pas ici, parce que le regard extérieur permet peut-être d'apporter des considérations ou des manières de voir innovantes aussi, souvent. Donc, c'est un point de vue, ce n'est pas le point de vue, je ne pars pas du point de vue d'un historien spécialiste de l'histoire de Saint-Louis, mais je pars du point de vue d'un habitant de la ville de Saint-Louis, fortement impliqué dans l'histoire de cette ville aussi, comme l'a dit Babacar tout à l'heure. Et c'est à ce titre-là que j'ai eu à rencontrer Hilary il y a peut-être une vingtaine d'années, lorsqu'elle venait faire ses recherches sur la communauté qu'on appelle communauté les métis de Saint-Louis, et sur le rôle que cette communauté a eu à jouer au niveau du développement local. Alors, Hilary a fait des recherches de terrain au cours desquelles j'ai eu à intervenir également. Et je pense que ces recherches de terrain ont beaucoup contribué à alimenter sa recherche. Elle a rencontré notamment des descendants de ces fameuses signards, ces femmes, ces maîtresses femmes qui, à partir du XVIIe siècle, se sont fortement impliquées dans l'histoire de la ville
et dont l'intervention a souvent été très décisive au point de vue politique. On pense par exemple à la fameuse signare Anna. Et ce qu'on retient aussi, c'est que ces signares ont été des relais entre des cultures, puisque les signares étaient issus d'un croisement, d'un métissage entre les colons européens et les femmes autochtones africaines, les femmes sénégalaises autochtones, et qu'elles ont bénéficié à la fois de l'héritage culturel du côté de leur mère, donc de l'héritage culturel africain, mais aussi de celui de leur lignage paternel, donc de cette culture européenne qui leur est venue d'ailleurs et qui était la culture dominante. Et elles ont su faire de ce croisement, de ce métissage, une force de transformation positive. Et cela s'est répercuté jusqu'à leurs descendants. Je rappelle que l'apparition des signares remonte au XVIIe siècle, à peu près à l'époque de la création de Saint-Louis comme métropole, n'est-ce pas, jusqu'au XIXe siècle où Saint-Louis est devenu la tête de pont de l'entreprise coloniale française. Et le métissage s'est poursuivi et des lignées métisses sont nées et se sont perpétuées jusqu'au XIXe siècle, et certaines sont devenues extrêmement puissantes et très influentes au niveau de l'histoire locale et au niveau aussi des transformations socio-politiques et économiques. Je crois que la recherche de Hilary va nous éclairer davantage sur ces aspects de l'histoire du Sénégal qui sont extrêmement importants à dévoiler, à connaître, et qui sont jusqu'à présent restés plus ou moins confidentiels, même s'il y a une biographie fournie à ce sujet. Beaucoup de livres ont été écrits sur l'histoire de Saint-Louis et sur l'implication de ces groupes tels que les Métis dans cette histoire. Et donc, le livre de Hilary Jones, intitulé The Métis of Senegal, est une contribution, à mon avis, une contribution essentielle dans la recherche et dans l'approfondissement des études sur le mouvement historique et les transformations de Saint-Louis et du Sénégal, de l'Afrique en général. Je ne vais pas m'étendre davantage, je pense que je vais maintenant laisser la parole à Hilary pour qu'elle nous présente elle-même son travail fort intéressant et qu'elle nous parle aussi, qu'elle nous parle de ce qu'elle a conclu et de ce qu'elle a trouvé sans doute en faisant ses recherches. Donc Hilary, je vous laisse la parole. D'abord, je veux remercier tout le monde qui est dans cette salle, que vous, à l'Internet, ne pouvez pas voir, mais que je peux voir, comme je suis l'administrateur ici à l'ordinateur. Donc, je vais essayer à faire quelque chose en même temps, c'est-à-dire admettre les gens et à commencer avec la présentation. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Et il faut que je commence en disant que Mr. Camara, il était quelqu'un qui m'a vraiment fait comprendre la vie du Sénégal, de Saint-Louis du Sénégal. Et je suis très contente que tu es là avec nous comme modérateur. Je vais partager l'écran.
je ne suis pas super technologie, mais je vais essayer. Et peut-être ça va prendre 1 minute. Voilà, je pense que ça marche maintenant. Au moins, vous pouvez voir le PowerPoint. Voici la présentation. Une entreprise commerciale métisse a son défi à l'impérialisme français au 19e siècle, le cas de la Maison de Vez de Saint-Louis du Sénégal. Et voici toutes mes informations en bas. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Aujourd'hui, j'ai prévu une présentation sur le rôle des familles métisses dans la vie politique au Sénégal pendant le 19e siècle et leur rôle social dans le chef-lieu de la colonie de Sénégal. C'est le sujet de mon livre, donc Louis Camara vient de parler. Quand j'écrivais ce livre, j'étais inspirée à mieux comprendre l'impact que les seigneurs, leurs enfants et leurs arrière-enfants ont eu sur le plan politique et social du Sénégal, surtout au début de la période coloniale, entre 1820 et 1920. Ce livre s'examine comment le seigneurship, ou ce qu'on peut dire la condition des seigneurs, a créé les maisons de commerce familiales et comment ces maisons de commerce ont produit des réseaux de commerce importants liant la Sénégambie de la Mauritanie aux rivières du Sud et jusqu'en Sierra Leone. En suivant la recherche des historiennes comme Mohamed Mbodj, Boubacar Bari, Laurence Marfang et Roger Pasquier, je montre comment la perturbation dans le commerce de la gomme au courant des années 1830 et 1840 et la montée du commerce de l'arachide ont contribué au changement des stratégies parmi les maisons de commerce des habitants. Les habitants ont insisté, par exemple, que le latin fasse partie de l'enseignement secondaire, parce qu'à l'époque, le latin était nécessaire pour la poursuite des études avancées. En outre, ils ont soutenu les écoles des demoiselles, à part des écoles pour les orphelines, de Saint-Joseph de Cluny, parce que cet enseignement a donné aux jeunes filles des habitants, le même niveau d'éducation que les femmes catholiques de la bourgeoisie française. En poursuivant des métiers en droit, dans les écoles de formation des officiers militaires, ils ont gagné accès à l'intérieur de l'organisme administratif. Aux maisons de commerce françaises, où ils ont joué le rôle des agents de commerce ou la politique au conseil privé de l'administration et aux institutions électoraux élaborées sur la Troisième République. Cela inclut l'administration et aux institutions électoraux élaborées. Cela inclut le conseil municipal avec le bureau de la mairie, un conseil général assisté par les représentants de toutes les 4 communes et le droit de participer aux décisions concernant une partie du budget colonial. En plus, il avait un représentant législatif pour le Sénégal aux chambres des députés à Paris. Dans le livre, je montre que les seigneurs ont contribué en grande partie à ce que nous comprenons aujourd'hui comme l'héritage culturel unique de Saint-Louis, c'est-à-dire un espace wolof, mais urbain, un espace où il y a une compatibilité entre chrétiens et musulmans et une vie culturelle dirigée en grande partie par les femmes et leurs entreprises. Une femme, une domu Ndar, c'est-à-dire une fille de Ndar, m'a fait comprendre ce dilemme. On se souvient des noms hommes européens ou afro-européens, euro-africains, qui ont engendré
des enfants africains parce que dans une société patrilinéaire et patrilocale, c'était le nom de famille du père qui est donné aux enfants et qui est enregistré dans les actes civils de l'État. Dans la mémoire des familles, bien sûr, les noms des mères et des grands-mères sont rappelés, mais pas forcément dans la littérature de cette période, ni dans une mémoire collective. Dans le livre, je note autant que possible les noms des signares et j'essaie de montrer comment leur façon de s'habiller et de se présenter a changé selon les générations. C'est important de noter de tels changements qui ont accompagné les changements apportés par l'impérialisme et en même temps de comprendre que l'essentiel de l'esthétique des mœurs que les signards ont établies n'ont pas disparu, mais font partie des sociétés de Saint-Louis et Gorée. Aujourd'hui, je vais concentrer sur une famille en particulier. Donc, je vais changer un peu, d'aller du livre à cette présentation. Aujourd'hui, je vais concentrer sur une famille en particulière, la maison commerciale du Gaspard Devez. Pourquoi cette maison commerciale? Parce que je suis plus en plus convaincue que Gaspard Devez a exercé une influence énorme sur le plan économique et politique du Sénégal au XIXe siècle et que la famille Devez, en perpétuant par le travail de ses enfants, est un exemple des stratégies sénégalaises dans la période de la conquête et de la consolidation du pouvoir sous le régime colonial. David Robinson, mon directeur de thèse, m'a introduit à Gaspard Devez. Robinson est un historien qui se concerne sur le Fouta Toro, le rôle de chef Abdul Bokar Khan et du mouvement d'El Hadj Oumar dans la vallée du fleuve. Dans ses 3 ouvrages sur l'histoire du Sénégal au XIXe siècle, Robinson a remarqué que les Devez ont joué un rôle extrêmement important dans les réseaux commerciaux et comme les intermédiaires entre les originaires de la ville et les chefs et les traitants de la campagne. Après Robinson, j'ai fait la connaissance de Madeleine Devez Senghor, qui m'a parlé de sa famille et des souvenirs de ses parents concernant la famille et leur lutte contre l'administration coloniale. Elle m'a fait mieux comprendre le rôle extrêmement important des liens Devez Guet-Ndariens. Elle m'a fait mieux comprendre le rôle extrêmement important des liens Devez au Guet-Ndariens entre la mère de la famille Fatma Daba Dagui-Seri, surnommée Madeleine Tamba Diop de Guet-Ndar, et la femme de Gaspard Devez lors de son 2e mariage. Nous devons reconnaître aussi les autres qui ont écrit sur le rôle des Devez, tels que François Manchuel, qui parle de leur contribution à la naissance du nationalisme au Sénégal. George Wesley Johnson et François Zuccarelli ont fait une belle analyse de la lutte politique comme une lutte entre les camps des Devez et des décimés, des partisans de Carpeaux et plus tard contre Djang. Nous rappelons aussi Djuga Mbenga, professeur de l'histoire à l'UQAD, qui a écrit sur le rôle de Justin Devez, fils aîné de Gaspard et Madeleine Tamba, comme maire de Saint-Louis. Et il y a plein des autres avec qui j'aurais dû parler, notamment M. Brigot, qui est ici parmi nous aujourd'hui. Les gens qui ont écrit sur ce plan de l'histoire de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée aussi. David Robinson et moi, nous sommes de l'avis qu'il faut écrire une biographie sur Gaspard Devez, qui se situe, lui et sa famille, dans l'histoire politique du Sénégal, de la même manière que nous comprenons les rôles de François Carpeaux, de Galandou Diouf, Blaise Dieng et Lamine Gueye.
Aujourd'hui, je vous présente les grandes lignes d'une biographie de Gaspard Devèze et sa maison de commerce au Sénégal au milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, pour laquelle je suis en train d'écrire une synthèse en collaboration avec David Robinson. Je continue dans la prochaine partie maintenant, avant d'arrêter. D'accord. OK. J'espère que... Oui, d'accord. OK. So, la prochaine partie, ensuite. La maison Gaspard Devèze, aperçu d'une biographie. Avant 1850, plusieurs marchands métis ont joué le rôle des traitants intermédiaires entre les entreprises françaises à Saint-Louis et les marchands des caravanes morts qui ont dirigé la traite de la gomme sur la rive droite du fleuve Sénégal. Les commerçantes métisses, reconnues comme notables dans les registres des habitants, ont aussi facilité les rapports diplomatiques entre les Maures, les Wolofs et les Wolofs du Waalo. I'm going to take just a minute here. Admit. OK. D'accord, excusez-moi. Entre les Maures, les Wolofs du Waalo et les Pël-Fouta du Moyen Sénégal. Guillaume Foy, Durand Valentin et Jean-Jacques Alain, dite Lantier, ont connu les plus grands succès pendant les années les plus rentables de la traite de la gomme. Jean-Jacques Alain était le maire de Saint-Louis entre 1827 et 1848. Foy a développé son réseau dans la traite de la gomme au comptoir du Pot d'Or et le commerçant Barthélemy Durand-Valentin, fils de Signor Rosalie Ossenac, a été nommé le premier représentant du Sénégal à l'Assemblée nationale durant la Deuxième République. Ces commerçants ont diversifié leurs intérêts commerciaux en vendant du sel, du bétail, du cuir et d'autres produits. Gaspard Devèze a donc modelé son entreprise sur ces hommes qui l'ont précédé. Après 1850, Devèze a pris le rôle de traitante intermédiaire après la perte de la plupart des habitants de Saint-Louis de leur position dans la traite de la gomme. Devèze a élaboré les stratégies de Guillaume Foy et Jean-Jacques Alain en allant plus loin. Il entendait son influence dans la traite de l'arachide jusqu'en Sierra Leone, aux frontières des activités des sociétés françaises. Il avait des intérêts dans la récolte du sel, les poissonneries sur l'île de Arguin, à l'extrême sud-ouest de la Mauritanie. Il a cherché des gisements d'or au Sénégal oriental jusqu'au Caille. Il a investi dans une usine à Pondichéry, en Inde, pour la production des Guinées, le tissu bleu, qui était très recherché tout au long du fleuve Sénégal. La maison Devèze a possédé des biens mobiliers nombreux, dans des navires de mer. Elle possédait aussi des bateaux fluviaux, des entrepôts et de nombreuses maisons sur l'île de Saint-Louis et leurs environs. À l'apogée de leur réussite, la maison Gaspard Devèze a servi un réseau de clients allant de Caille jusqu'à la Mauritanie et au Sierra Leone. Devèze a traduit son succès économique au pouvoir politique jusqu'au moment où la France a élargi son intérêt impérial en Afrique occidentale et a établi une administration coloniale basée à Saint-Louis. Les Devèze ont maintenu leur puissance économique et politique pendant 70 ans, jusqu'en 1920. Okay? En 1823, il y avait 3 frères de la famille Devèze de Bordeaux
qui sont arrivés au Sénégal à la recherche de nouvelles opportunités dans le commerce. Après les événements de la Révolution qui a ruiné la famille, Justin Devez est allé en Amérique du Nord, puis à Gorée, où il a vécu pendant la période anglaise. Il a quitté le Sénégal en 1821. 2 ans plus tard, il est revenu au Sénégal avec ses frères Edward et Bruno. Bruno et Justin ont établi leur propre maison de commerce. Justin a retourné en France pour créer une société à Bordeaux. En 1848, la compagnie Devez de Bordeaux s'est associée avec Lacoste. Après la conquête du Soudan, Devez et Lacoste s'est associée avec Gustave Chaumet. Elle est devenue la société Devez et Chaumet, que vous connaissez, c'est sûr. Qui a créé la première huilerie d'arachide de Bordeaux et les premiers transports par vapeur en Afrique occidentale française au nom de la Société Messagerie africaine. Bruno s'est marié à la mode du pays à une femme, Paul Kumbel Aidoka, dite Sylvie Bruno. Leur fils Gaspard Bruno est né en 1827. Bruno Devez, le père de Gaspard, était membre de la première loge maçonnique au Sénégal. À son retour à Bordeaux, il est entré dans la vie politique de la Deuxième République, d'abord en tant que conseiller municipal de Bordeaux, puis préfet. Les Devez de Bordeaux ont refusé de reconnaître la branche sénégalaise de leur famille. Néanmoins, Gaspard a étudié à Bordeaux. Il a lutté pour porter le surnom Devez. Vers 1850, il a retourné au Sénégal où il a établi sa propre entreprise dans la colonie. Il est entré dans le commerce au moment où d'autres habitants métis avaient perdu leur prise dans la traite de gomme à cause de la crise dans le marché de la gomme, l'abolition de l'esclavage par la Deuxième République et le fait que les marchands français étaient intéressés à faire exporter de l'arachide et à élargir le bassin arachidier. C'est aussi pendant cette période que le général Louis-Léon César Faidherbe a été nommé gouverneur du Sénégal. Faidherbe a avancé le pouvoir militaire de la France dans la vallée du fleuve Sénégal. En 1850, Gaspard Devez s'est marié avec Catherine Foy, la fille de Henriette Dessemé et Guillaume Foy. Un an après le mariage, Catherine mourut en donnant naissance à sa fille. Leur fille a vécu jusqu'à sa mort en 1900, mais pour une raison qui n'est pas tout à fait claire, le tribunal a reconnu la demande de Gaspard Devez, son tuteur, la première fois après la mort de Guillaume Foy en 1874 et encore en 1882. Excusez-moi. Gaspard Devez a dirigé donc l'héritage financier de Guillaume Foy. Malgré le fait que la plupart des habitants ont connu les pertes économiques importantes, la famille Devez a survécu. Elle a pu adopter des stratégies le permettant de rivaliser avec les grandes sociétés françaises. En même temps, la famille a gardé son chef-lieu à Saint-Louis avec une base des opérations ou une base opérationnelle à Bordeaux. Gaspard Devez a cultivé un rapport proche avec l'administration, mais s'oppose parfois stratégiquement aux politiques et aux pratiques de certains administrateurs. Dans les années 1850, il a parlé contre la violence des expéditions de Louis Faidherbe et son tendance autoritaire avec une politique vers les Africains que considérés comme des ennemis de la France. Devez a opposé les impôts et les licences que Faidherbe a imposées sur les traitants dans les escales de la traite de la gomme. Et Devez était un des seuls qui ont critiqué Faidherbe parce qu'il a montré son favoritisme
pour les négociants des sociétés bordelais comme Morel et Frères et Lacoste et CII. Devez était peut-être le seul parmi les commerçants de Saint-Louis à avoir le titre négociant. Le fait que la concurrence parmi les traitants saint-louisiens a augmenté après 1850 a obligé certains d'entre eux de chercher de nouveaux marchés à bord de la colonie. Gaspard Devez a suivi les mêmes stratégies que les maisons de Foix et Alain avant. Il a accepté des contrats avec l'administration pour fournir le bétail, le mil, et il a investi dans le transport en achetant les navires pour le commerce côtier et les bateaux fluviaux. Dans son ouvrage, sur son voyage de Saint-Louis jusqu'en Afrique équatoriale en 1875, Ferdinand de Brazza a écrit que Gaspard Devez, lui, avait fourni 12 laptaux l'accompagner lors de son voyage, cherchant à découvrir, entre guillemets, l'origine du fleuve Congo. Le gouverneur Jean-Bernard Joguy-Berry, qui a succédé à Faidherbe dans sa fonction, a exprimé des sentiments enrobés dans les stéréotypes il a exprimé des sentiments enrobés dans les stéréotypes son estime pour Gaspard Devez. Toutefois, comme David Robinson a remarqué, Joguy-Berry a exprimé ses sentiments dans une stéréotype ethnique typique du discours des autorités françaises au sujet des Olofs et des Peuls. Joguy-Berry a écrit la suite. Il est le plus intelligent des marchands, le plus subtil que Saint-Louis a jamais vu. Grand d'esprit, il sait transformer chaque mauvaise chose qui lui arrive en son avantage. Les Noirs disent qu'il est malin et méchant comme un Paul. Il est le fils d'un blanc et une femme Paul. Donc forcément, il a cette personnalité, entre guillemets. À la fin des années 1850, Gaspard Devez s'est marié à la mode du pays avec Fatma Daba Daguisseri, dite Madeleine Tamba Diop. Du côté maternel, elle était d'origine Saraholais et du côté paternel, Olof, d'une famille guettendarienne qui a tracé leurs ancêtres au roi du royaume Jolof. Le nom Madeleine ne veut pas qu'elle s'est convertie. Selon l'histoire familiale des Devez, Gaspard ne lui a pas demandé de se convertir. Les actes notaires de Saint-Louis montrent que le couple a fait l'acte civil de mariage sur la veille du mariage de leur fils Hyacinthe à Charlotte Crespin. Madeleine Tamba Diop et Gaspard Devez ont eu 4 fils et 2 filles qui ont vécu jusqu'à l'âge d'adulte. Ils étaient Guillaume, Justin, Hyacinthe, François Ferrat, Constance et Catherine. Leurs 3 filles ont suivi leurs études secondaires au lycée Michel Montaigne à Bordeaux, c'est-à-dire Justine, Hyacinthe et François. Ils ont fréquenté l'école de droit de Bordeaux. Ils sont retournés à Saint-Louis pour s'intégrer à la maison Gaspard Devez comme agent de commerce. La maison Gaspard Devez a son apogée ici entre 1871 et 1900. Sous la Troisième République, les notables et originaires de Saint-Louis ont gagné le droit d'avoir des assemblées municipales pour chacune des 4 communes, un conseil général et un représentant à l'Assemblée nationale. Au début, les agents de sociétés françaises et leurs autorités de la France au Sénégal ont monopolisé ces institutions.
À la fin du 19e siècle, les représentants métis ont gagné une position d'avantage parmi les électeurs. Au début du XXe siècle, avec la montée des jeunes Sénégalais et Galandou Diouf, Lamine Gueye, Blaise Dieng et les autres, les originaires ont pris contrôle de la politique électorale dans les 4 communes. La littérature historique a eu la tendance à décrire cette période comme une compétition entre les clans électoraux, ce qui diminue l'importance de l'engagement des originaires dans la politique électorale. Gaspard Devèze s'est appuyé sur son réseau de clients ainsi que les liens avec des alliés familiaux et politiques à son avantage. Il a eu des liens familiaux avec les familles métisses, avec les commerçants notables musulmans dans les villes et avec les Guet-Ndariens. En outre, Gaspard Devèze était connu comme un supporter de l'anticléricalisme. Devèze et son allié, Jean-Jacques Crespin, étaient membres de la loge maçonnique à Saint-Louis. Ils ont aussi créé et imprimé 2 journaux de la première presse indépendante au Sénégal. L'un des journaux a porté l'un de ces journaux s'est décrit un journal pour la défense de l'anticléricalisme. Du point de vue économique, les Devèze ont renforcé leur position dans la colonie. Il a conclu un contrat avec une société à Pondichéry, comme j'ai parlé tout à l'heure, à importer certains tissus bleus, appelés les Guinées, au Sénégal sans payer de droits de douane, contrairement aux conditions pour les Guinées fabriquées en France. En 1880, Devèze a signé une traite avec l'émir du Trarza qui lui a permis de revendiquer la propriété de l'île d'Argoin dans le sud-ouest de la Mauritanie. La valeur de l'île d'Argoin est basée sur ses ressources naturelles en sel et le poisson. Pour des décennies après qu'il a eu le contrat, Gaspard Devèze a battu contre la France pour la reconnaissance du droit de la famille sur la terre d'Argoin. Pendant ce temps, Devèze a acheté 2 navires qui ont permis la maison à opérer au même niveau que les grandes sociétés commerciales françaises. Il a eu un contrat avec l'administration pour les aider à construire une ligne télégraphique dans la vallée du fleuve Sénégal et il a fourni des ouvrières pour la construction de la ligne de fer au Congo. Manifestement, Devèze a joué un rôle important dans le développement de l'économie coloniale parce que les autorités françaises avaient besoin de lui pour faciliter leurs projets impériaux. Au point de vue politique, Devèze et ses alliés ont gagné accès au système de pouvoir dans la colonie. Il a aidé l'administration à résoudre leurs conflits avec les chefs de l'intérieur sur la construction de la ligne télégraphique. Gouverneur Vallière a remercié Devèze pour son assistance comme médiateur du conflit entre l'administration et la Dior. Selon Guy Tillman, les autorités françaises ont soutenu la remise en place de la Dior comme Damel en 1871 avec l'aide du Devèze. Gaspard Devèze a opposé la construction du chemin de fer dans le territoire souverain de Lat Dior. Donc, il a eu ces 2 points-là. En 1878, gouverneur Louis-Alexandre Brière de Lille a choisi Gaspard Devèze d'être maire de Saint-Louis. Plusieurs années après, il a quitté le pays, Brière de Lille, quand les administrateurs ont commencé à se méfier des Devèze. Quand les administrateurs ont commencé de se méfier des Devèze, Brière de Lille a écrit une lettre aux officiers coloniaux en donnant son soutien à Gaspard. À la fin des années 1880, les 3 filles de Gaspard ont fait partie d'une coalition politique de leur père au Conseil général. Hyacinthe a été élu représentant de Rufisque et Justin et ses candidats ont gagné
aux élections de Saint-Louis au Conseil général. En 1890, Gaspard s'est retiré à Bordeaux au moment quand l'armée française a entendu leur pouvoir à l'est, au-delà de la Médine, écaille en consolidant contrôle sous le Soudan français et le chef-lieu de la colonie à Bamako. David Robinson a noté dans son étude que les Français ne pouvaient pas terminer la construction sur la ligne télégraphique en allant à Saint-Louis à Bamako sans l'aide des commerçants à Saint-Louis et en particulier sans l'aide de Gaspard Devèze. En 1890, les Français a réussi à supprimer la dernière résistance parmi les autorités de Haute-Fouta. À la fin des années 1880, la maison de Devèze a été attaquée par les officiers de l'administration coloniale. Le gouverneur, Jules Genouy, il est arrivé au Sénégal dans le mois de septembre de 1886. Il s'est joué un rôle important dans la défaite des derniers souverains de Cayor. Genouy et l'armée a confisqué un troupeau de bétail qui appartient à l'émir de Trarza. Avant cette affaire, les Trarza ont eu des bonnes relations avec Saint-Louis. Genouy a affirmé les revendications de la France sur les îles de Guinée pour la France et il a mis un régiment de tirailleurs aux îles. Mais les tirailleurs sont morts de famine parce que le gouverneur a oublié à les fournir de la nourriture et de l'eau. La coalition Devèze a appuyé sur leur rapport avec les législateurs à Paris à porter plainte contre le gouverneur. Les représentants dans la Chambre des députés ont envoyé un inspecteur au Sénégal à faire une enquête sur les abus de pouvoir du gouverneur. En 1888, Genouy a été renvoyé en France. Il était remplacé par Léon Clément Thomas. 2 ans après, Clément Thomas était rappelé à cause de l'affaire Jondé, ou ce que l'administration coloniale a appelé l'affaire de Podor. Ce scandale a changé le rôle que les Métis ont joué traditionnellement comme les intermédiaires entre les autorités françaises et les autorités africaines. Après l'affaire Jondé, le rapport entre l'administration coloniale et certains parmi les Métis, en particulier la groupe Devèze, a changé les liens de coopération à l'opposition du pouvoir colonial. L'historienne Ruth Gignot est en train de préparer une étude sur cette affaire Jondé et certainement il y a ceux parmi vous qui connaissez bien cette affaire. En bref, Abdel Jondé, commandant à Podor, a eu des ordres à consolider le pouvoir de la France au moyen-vallée du fleuve Sénégal et à supprimer la résistance d'Abdul Bokar Khan. Jondé a rétrogradé un sergent sénégalais qui a soupçonné des solidarités avec Abdul Bokar Khan. Le sergent a tué Jondé. Clément Thomas et le directeur des affaires politiques ont tenu un procès rapide et ils ont donné l'ordre au commandant d'exécuter le sergent et ses 2 complices. Sur la place publique à Podor. Cet acte c'est un acte sur un territoire qui a été dirigé sous la loi française a violé la loi des droits civils. La maison de Devèze a engagé des avocats à Saint-Louis à réclamer les abus de pouvoir par les officiers coloniaux. La maison de commerce a amené la veuve de l'âme Taureau, une de ses complices, à Saint-Louis pour mettre en évidence les faits de leur dossier juridique contre les administrateurs. Au tribunal, il y avait quelques justices qui venaient des Antilles et qui étaient favorables à l'affaire portée
par les Devez que le sergent n'a eu reçu un procès juste dans le meurtre de Jondé. L'amiral Vallon, le candidat promouvé par les Devez et qui a été le représentant du Sénégal aux chambres des députés, a soutenu l'affaire contre les officiers. La maison Gaspard Devez a compris les nuances du droit français et ils ont eu des rapports avec les avocats, les politiciens au-delà de la colonie dans la métropole et qui ont pris la position contre l'administration coloniale. Le ministre des colonies a nommé un nouveau gouverneur, Henri de Lamotte. Le ministre a remplacé les juges entiers au judiciaire colonial du Sénégal avec les justices de Paris et il a convaincu Vallon de ne pas porter plainte contre les officiers dans l'Assemblée nationale. L'affaire Jondé a pris fin avec la groupe Devez, devenant l'ennemi des autorités à Saint-Louis. De Lamotte et Chaudier, qui l'a suivi à la tête de la colonie, ont avancé la faillite de la maison Devez en l'accusant, la maison de commerce, de faux en écriture contre François Devez et utilisant le bureau de l'inspection coloniale à lancer des enquêtes contre les affaires de la maison Gaspard Devez, contre les affaires de la maison. Gaspard Devez a pris sa retraite à Bordeaux en laissant les affaires de la maison dans les mains de ses 3 filles et il a été mort à Bordeaux en 1901. 1901. Ah, oui. Si j'ai bien prononcé. 1901. 1901. OK, on est presque au fin. Les dernières années de la maison Devez, entre 1900 et 1920. Il faut dire que dans une période où l'idéologie coloniale imposait l'idée de l'assimilation culturelle et l'accès aux originaires du système colonial, excusait plus en plus les indigènes du pouvoir, les Devez a décidé à renforcer leurs liens à la communauté africaine. La maison Devez a soutenu les Trasa contre la domination française dans la Mauritanie. Ils ont pris en charge les poursuites judiciaires des cultivateurs dans la région de Rufisque contre les sociétés de commerce français et l'administration. Les sociétés Morel et Prom et Devez et Chaumet ont engagé les Libano-Syriens comme leurs agents de commerce à l'intérieur où les grandes sociétés ont dominé des impôts et des exports. En conséquence, la maison de commerce Devez a perdu sa position stratégique dans l'économie coloniale du bassin arachidier. Au sud-ouest de la Mauritanie, les Devez ont gardé leurs intérêts dans la traite de la gomme, la récolte du sel et les poissonneries près de Saint-Louis. Malgré le traité que Devez a signé avec Ali Oud Mohamed El-Khabib en juin 1880, l'administration coloniale n'a pas reconnu sa revendication sur Agouin. Gaspard Devez a essayé à enregistrer cette demande 3 fois entre 1880 et 1891. Mais le ministre des colonies a ignoré la demande. En 1882, il a écrit une lettre en justifiant sa revendication de l'île quand la société de marée des deux mondes de Marseille et Paris a essayé à revendiquer l'île pour leur compte. Le ministre des colonies n'a pas répondu à sa demande jusqu'au moment quand la France a voulu consolider la domination de la Mauritanie. En 1902, Xavier Coppolani, commissaire général du gouvernement français, entreprend d'achever la pacification, entre guillemets, de la Mauritanie. En 1905, il mène une expédition militaire pour vaincre la résistance au contrôle français dans l'Adrar. Il est assassiné au cours de cette mission. La famille Devez a pris le parti de la Mauritanie contre les objectifs des Français. Lors d'un discours prononcé
le 27 mai 1905 devant le Conseil général pour savoir si l'Assemblée devait exprimer ses condoléances à sa veuve, la veuve de Kopolany. Hyacinthe Devez prononce un discours passionné dans lequel il déclare à propos de Kopolany « Une morte comme celle-là est le fruit d'une politique ruineuse. » Selon Hyacinthe Devez, la mort de Kopolany est le résultat d'une politique qui a fait stagner l'économie de Saint-Louis, fermer des magasins à Guet-Ndar et supprimer l'emploi d'un certain nombre de personnes. Les interventions de Hyacinthe Devez à la tribune du Conseil général critiquent ce qu'il considère comme une politique erronée des responsables de Saint-Louis. La politique de Justin Devez consolide les intérêts de Devez et de ses alliés. La famille continue à revendiquer la propriété de Arguin. Même après la mort de Justin, elle a engagé un professeur de droit de l'Université de Poitiers pour examiner les documents et donner son avis. La dernière trace que j'ai trouvée de la revendication d'Arguin remonte à la mort de François Devez. Lorsque Constance Devez a demandé une audience au gouverneur général pour discuter de l'affaire. Ce n'était pas la première fois que Constance Devez défendait les intérêts de la famille. En 1910, elle a fait part de ses préoccupations concernant la suspension de Justin Devez en tant que maire de Saint-Louis par le lieutenant-gouverneur Puverne en demandant un entretien privé avec le gouverneur général William Ponty. Bien que nous ne sachions pas si les Devez sont restés en contact avec les gardiens de l'île, les récits familiaux affirment que la famille a continué à revendiquer l'île d'Arguin comme une terre sur laquelle elle avait un droit légitime. En politique, Justin Devez est devenu la représentante des intérêts des Devez dans les 4 communes. Il s'est attiré le soutien de ceux qui le soutenaient, mais il a suscité des critiques de la part de ceux qui ne l'aimaient pas ou qui n'appréciaient pas sa façon de diriger la capitale. Il dirigea la coalition Devez au Conseil général. En 1908, la coalition de Justin Devez, composée de Métis et d'originaires d'Afrique, s'oppose à la coalition de François Carpeaux sur le plan électoral. Devez est élu maire avec sa liste en candidat au siège législatif du Sénégal, Henri Heimberger. Il a présenté un candidat au siège législatif du Sénégal, Henri Heimberger, sans le charisme de Blaise Diagne et le ralliement des jeunes Sénégalais des 4 communes qui réclament une représentation des Noirs africains à Paris, le candidat Devez aurait pu remporter les élections législatives sénégalaises de 1914. Je pense, peut-être. En tant que maire, Devez a pris des mesures qui les élections législatives sénégalaises de 1914. En tant que maire, Devez a pris des mesures qui semblaient peu orthodoxes, voire contraires à l'éthique. Le gouverneur Puverne fait appel à un inspecteur colonial pour enquêter sur les actions de Devez en tant que maire. Le rapport de l'inspecteur affirme que Devez s'est lui-même appelé le roi de Saint-Louis, entre guillemets, qu'il a versé des pots de vin pour obtenir des votes, qu'il a reçu de l'argent de clients de Tivaouane, de Gandiol et des habitants de Cayor en échange de faveurs.
L'inspecteur a affirmé que Devez avait déclaré qu'il ramènerait l'esclavage et que pour 1500 francs, il pourrait persuader le gouverneur général de libérer Cheikh Ahmadou Bamba de son assignation à résidence. L'affaire qui l'a conduit à sa suspension concernait la fermeture d'une école secondaire à Saint-Louis pour les enfants blancs, obligeant ainsi les enfants blancs et les enfants noirs à fréquenter le même d'une école à fréquenter la même école. On ne sait pas très bien quelle partie de ces accusations était fondée ou si elles avaient pour but de mettre fin à ce que l'administration considérait comme un mépris de l'autorité de la part de Devez. Pouverne écrit dans une lettre au gouverneur général que le fait qu'il ait refusé d'accompagner le ministre des colonies lors de sa visite à Saint-Louis démontre son manque de respect pour leur autorité. Après la mort de Justin Devez en 1916, François et un frère cadet, Guillaume, sont les deux seules filles de Gaspard Devez et Madeleine Tamba encore en vie. Leurs deux filles, Catherine et Constance, sont restées à Saint-Louis jusqu'à la fin de leur vie. François Devez a soulevé des fonds en faveur des vétérans, les tirailleurs de Première Guerre mondiale. Les habitants de Guet-Ndar ont présenté une pétition à la maire de la ville et ont recueilli des dons. Ils ont cotisé les dons pour la création d'une place Justin Devez en honneur du défunt maire. Il semble que le gouverneur du Sénégal ait reçu la demande, mais celle-ci est restée sans suite. L'élection de Blaise Diagne comme représentant du Sénégal à Paris en 1940 marque le début d'une nouvelle ère dans la politique moderne du Sénégal. Et voici une petite image, mais je vais expliquer dans quelques minutes et faire les remarques en conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la biographie de Gaspard Devez sur le Sénégal du 19e siècle, sur l'expansion de l'hégémonie française, sur le rôle des villes comme Saint-Louis, sur la constitution d'une société qui a agi comme intermédiaire entre deux mondes? Permet-elle d'envisager le rôle des femmes de Saint-Louis dans la construction de cet aspect du passé? Tout d'abord, les Devez étaient puissantes et ont maintenu une autonomie dans leurs affaires commerciales et politiques pendant 70 ans. Mais ils ont aussi dû faire face à des contraintes réelles, qu'il s'agisse de l'ostracisme de la branche bordelaise de leur famille ou des représailles des fonctionnaires coloniaux. D'une part, les Devez étaient exceptionnels, mais d'autre part, ils représentaient les transformations qui se produisaient dans toute l'Afrique à mesure que l'impérialisme s'entendait et que les Africains sur le terrain avaient moins de marge de manœuvre. Ils ont profité du développement de l'économie coloniale et un proche rapport avec l'administration coloniale. Mais ils ont aussi été victimes de l'expansion des compagnies métropolitaines et leur volonté de contrôler les leviers de l'économie coloniale. Deuxièmement, que dit l'émergence de cette famille sur la formation d'une identité dans un endroit particulier tel que Saint-Louis? Leur mise à l'écart de la branche bordelaise de la famille les a-t-elle poussés à s'ancrer davantage au Sénégal? Que faisons-nous de l'appellation des pratiques de l'appellation Olof, Sarolé, Peul dans ce contexte? Je dois cette histoire de la famille, je dois cette compréhension à Madeleine Devez Senghor qui m'a
apporté des informations essentielles sur l'histoire de la famille. En plus de cela, elle m'a donné des éclaircissements sur la signification du changement du nom de Kumbel Aidoka en Sylvie Bruno ou de Madeleine Tamba Diop, qui portait également le nom Fata Daba Dagui-Seri. Et sur la signification des noms des enfants descendantes. En outre, qu'est-ce que leur histoire nous aide à comprendre sur le rôle des femmes dans le Sénégal du 19e siècle et du début du 20e siècle. De Sylvie Bruno à Catherine et Constance Devez. Les sœurs Devez apparaissent dans la documentation, dans les conflits entre la famille et de l'administration, alors qu'une grande partie de la littérature historique considère leur période du point de vue des hommes. Enfin, la maison Devez joue un rôle important dans l'histoire et le patrimoine de la construction du Sénégal moderne et de Saint-Louis en tant que communauté urbaine importante à l'histoire du monde. Aujourd'hui, les connaissances conservées par les générations qui ont connu le rôle des Devez à Saint-Louis s'estompent. Le seul repère public que j'ai identifié dans la ville est un nom de rue à Guet-Ndar. C'est ici un peu peut-être difficile à voir là, pour ceux qui sont dans la salle. La plaque de rue indique le rue Justin Deveste. Bien qu'il s'agisse probablement d'un hommage au maire et de l'estime que les habitants de Guet-Ndar avaient pour lui, le nom de famille est mal appelé. Il est important de corriger la faute d'orthographie du nom de Justin Devez et d'ajouter les années de sa naissance et de son décès, afin que ceux qui voient son nom ou qui habitent ou travaillent ou qui visitent à la rue Justin Devez soient curieux de savoir qui était cet individu et quel rôle il a joué dans l'histoire du Sénégal et de Saint-Louis. Merci beaucoup. Hilary, je vous dis merci au nom de tous les participants à cette conférence extrêmement intéressante qui m'a en tout cas personnellement tenu en haleine, et je crois que c'est le cas de tous ceux qui sont ici, tant elle était riche et intéressante à tout point de vue. Le fait que vous ne soyez pas francophone n'a pas du tout influé sur l'intérêt que nous avons porté à votre communication, qui nous a permis de revisiter des pans entiers de l'histoire de Saint-Louis, mais pas que, de l'histoire du Sénégal en général et au-delà même de l'Afrique, puisque au cours de votre exposé, nous avons vu que cette famille Devez sur laquelle vous êtes focalisé a étendu, je ne dirais pas ses tentacules, a étendu son empire jusqu'en Sierra Leone même. Comme quoi, c'était des entreprises qui étaient quand même de grande envergure et que ces familles métisses-là avaient de l'ambition. Nous avons pu saisir aussi, même si c'est de manière intuitive ou un peu fugitive, toutes les problématiques qui sont liées à ce métissage, n'est-ce pas, à tous les points de vue, au niveau de la reconnaissance de ces nouvelles familles sénégalaises issues du métissage entre des Européens et des Africaines, puisque nous voyons que l'histoire familiale des Devez, on remarque qu'elle est même un peu tumultueuse, puisque la branche sénégalaise n'a pas été reconnue par la branche originale bordelaise, n'est-ce pas? Donc des problèmes de racisme, disons aussi, sont survenus, que les Devez autochtones, entre guillemets, ont réussi à transcender, n'est-ce pas, en approfondissant peut-être
leur côté africain, c'est-à-dire en s'alliant davantage avec les populations africaines locales qui constituent aussi une partie de leur héritage. Donc vraiment un grand intérêt, beaucoup de questions posées. Peut-être que ce qui m'a un peu interpellé aussi sur la fin, je vais laisser la parole aux assistants aussi, puisqu'il y a parmi nous des historiens, des chercheurs qui ne manqueront pas de faire des remarques intéressantes. Mais une remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est à propos de la dénomination de la rue Justin Devez à Guet-Ndar, mal orthographié, VEST, ça pose des problèmes, ça aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, au niveau, pas seulement au niveau de Saint-Louis, mais au niveau de la recherche historique, de l'historiographie, vraiment, il y a énormément il y a questions qui se posent parce que ces rues qui sont débaptisées, rebaptisées, etc., elles ne le sont peut-être pas toujours faites sur des bases vraiment objectives, historiques, pas sur la base de recherche, parce que ce sont les autorités municipales qui sont chargées de procéder à de telles opérations. Mais je pense qu'en amont, il devrait quand même y avoir l'avis des sachants, l'avis des chercheurs, des universitaires, qui devraient orienter cette recherche historique pour plus de lisibilité et pour l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Il ne faut pas qu'on leur laisse une histoire tronquée ou falsifiée ou faussée. Et pour cela, je pense que vraiment des initiatives comme la vôtre sont à saluer. Et c'est pourquoi vraiment, je vous félicite beaucoup pour la parution de cet ouvrage, The Métis of Sénégal. Et je terminerai par une petite question. À quand la traduction pour nous autres francophones? Même si nous lisons un peu l'anglais, nous ne sommes pas suffisamment outillés pour comprendre toutes les subtilités de votre ouvrage. Et merci beaucoup. Donc voilà, le micro est à l'assistance. J'espère que les interventions et les questions seront nombreuses et pertinentes. Voilà. Merci, M. Camara. Je vais abonder dans le même sens et commencer par féliciter Mme Hilary pour son brillant exposé. Je pense que nous avons aujourd'hui beaucoup appris sur l'histoire de Saint-Louis. Personnellement, j'ai eu à travailler sur, comme je l'ai eu à souligner tout à l'heure, sur la maison de commerce Morel Prom de Saint-Louis dans le cadre de mon mémoire de maîtrise avec le professeur Barry. Et donc aujourd'hui, j'avoue que j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, la maison de Chaumet s'est déployée dans le même contexte que le contexte qui a vu la maison Morel Prom de Saint-Louis s'implanter à Saint-Louis. Donc à l'origine, comme la maison Morel Prom de Saint-Louis, il s'agissait, on peut dire, que des aventuriers. C'était des Bordelais qui étaient venus dans la colonie pour faire fortune. Mais là également, vous avez, je pense, évoqué une question qui me semble être très intéressante. C'est en fait les rapports entre les dirigeants de la maison et l'administration coloniale. Parce que si je me rappelle par exemple des rapports entretenus par la maison Morel Prom, par les dirigeants de la maison Morel Prom, en l'occurrence Hilaire Morel et Hubert Prom, parce qu'au début, dans le contexte des années, dans le contexte de la première moitié du 19e siècle, n'est-ce pas, les maisons de commerce avaient de sérieux problèmes. Parce que pour faire le commerce, il fallait payer des taxes aux chefs locaux. Et donc, c'est une des raisons avancées pour justifier l'arrivée de Faidherbe, qui était jusque-là en Algérie, et qui a été dépêché pour organiser l'occupation militaire. Donc, il serait très intéressant de voir quels sont les rapports que
les chefs de la maison Deves et Chemin avaient entretenu avec les chefs locaux. Du moment qu'ils sont des métis, est-ce qu'ils n'avaient pas d'excellents rapports avec les chefs locaux? Est-ce qu'ils avaient besoin de recourir à l'administration coloniale, à l'occupation militaire, n'est-ce pas, pour pouvoir déployer leurs activités? Je pense que vous nous avez appris énormément de choses sur ces questions-là. Ensuite, l'autre problème, nous savons que dans un contexte colonial, l'administration ne voulait pas l'émergence d'une véritable bourgeoisie commerçante autochtone. Bon, on donne souvent l'exemple de Bakr Oualigay, qui à l'origine était un commerçant, mais qui était obligé finalement de réorienter ses fils, n'est-ce pas, dans les études, parce qu'il n'avait aucune chance de concurrencer, par exemple, les maisons de commerce. Donc, les fondateurs de la maison de Deves et Chemin étant des métis, est-ce que le fait qu'ils soient investis sur le plan politique, est-ce que cela n'a pas finalement précipité, n'est-ce pas, la faillite de l'entreprise? Donc, c'est une question que je me pose. L'autre question que je me pose, c'est en fait les rapports avec les Libano-Syriens. Parce qu'on sait qu'au début, les maisons de commerce ont utilisé les Libano-Syriens comme intermédiaires. Mais finalement, les Libano-Syriens ont concurrencé les maisons de commerce. Notamment avec l'arrivée des petits blancs, ce qu'on appelait les mange-mille, qui étaient au service des maisons de commerce. Finalement, il s'en est suivi une concurrence entre maisons de commerce et Libano-Syriens. Quels étaient les rapports que la maison Deves et Chemin donc avait entretenu avec ces Libano-Syriens? Donc il y a tellement d'interrogations et vraiment, je suis vraiment très ravi d'assister à cette conférence. J'ai beaucoup appris. Et donc vraiment, comme l'a dit M. Camara, il faut traduire le plus rapidement possible cet ouvrage qui serait d'un intérêt précieux pour tous les chercheurs, les jeunes chercheurs, voilà. Donc pour l'instant, je m'en limite là. Donc peut-être je vais réagir en posant après donc d'autres questions. Voilà. Moi, je m'appelle Yaya Dia. Je suis agronome. Et je voudrais d'abord commencer par féliciter la conférencière. C'était très brillant. Et peut-être m'excuser du prisme à travers lequel je verrai ce problème. D'abord, d'entrée, déjà, je dirais que même du point de vue génétique, le métissage est un progrès. C'est un progrès, même génétiquement. Et dans cette lutte entre les classes bourgeoises autochtones et les bourgeoisies impérialistes, cette lutte s'est terminée par... Elle a commencé politique, elle a commencé économique, elle a fini politique, et malheureusement, il y a eu la défaite. Et vous voyez, sur le plan économique, la gomme, l'arachide. Quand moi je partais à Caille pour faire quelques études, je me croyais dans le bassin arachidier du Sénégal. Et l'avantage que cette maison Deves avait, c'était qu'à cette période, ce qui lui a donné la puissance, il n'y avait pas de balkanisation. Il a intervenu comme s'il était dans l'OMVS. Vous voyez la Mauritanie avec ses ressources, le Mali avec ses ressources, le Sénégal avec ses ressources, que ce soit le poisson, la gomme arabique, l'arachide. Et l'autre aspect intéressant, c'est l'exportation de ces matières premières. Et peut-être le colon a tiré de grandes leçons en disant, mais on risque de créer des géants en laissant
l'Afrique comme ça. Il faut casser l'Afrique. Sinon, nous aurons des gens économiques qui vont devenir des maires et présidents de la République, de la République ouest africaine. Et ce qui est intéressant dans ça, il y a quelques années, nous avons fait un recul historique. Et si vous regardez, on exportait les matières premières. À un moment donné, on a commencé à créer des usines, des huileries, à transformer notre matière première. Et aujourd'hui, on est presque retourné dans le passé en exportant la production brute d'arachide, peut-être pas en France, mais aux Chinois. Et ça nous donne beaucoup de réflexion. Il faudrait peut-être arriver à faire en sorte que l'unité africaine soit une réalité pour créer ces géants économiques. Il nous faudrait aussi aller vers le développement de l'agro-industrie pour développer notre sous-région, qui n'est pas viable tant qu'elle sera divisée en petits pays. Je vous remercie et je vous félicite vraiment. Jusque-là, les noms qu'on entendait à Saint-Louis par rapport à tout ce qui touche la colonisation, c'était les Derneville, c'était les Guiabert, et pour la première fois, je viens d'entendre Deves. Raison pour laquelle j'ai dit que la conférence a été d'une importance capitale par rapport à mes connaissances académiques. Ce que également j'ai pu entendre à travers votre brillant exposé, vous m'excusez du terme, on a l'impression d'avoir un être hybride. Quelqu'un qui tantôt défendait les intérêts impériaux, tantôt également luttait pour ses concitoyens. Et à la longue, finalement, on a du mal à se retrouver par rapport à son idéologie. Est-ce qu'il est pour le blanc? Est-ce qu'il est pour les populations autochtones? L'autre aspect également que je voudrais souligner, c'est de voir qu'il a eu à avoir un ancrage sur le plan même religieux. Parce que j'ai entendu dire qu'à un moment donné, il s'est intervenu même à Tivaouane, également auprès du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, ne serait-ce pour sa libération. Donc c'est quelqu'un qui avait un atout de taille par rapport à ses activités économiques qui lui ont permis d'avoir cet ancrage-là pour pouvoir vraiment jouer un rôle majeur dans l'activité politique, économique et sociale à l'époque. Maintenant, en écoutant également tout ce que vous venez de dire, ça me donne l'impression de revivre également les écrits d'un de nos anciens professeurs, le défunt Abdou Sow, qui retraçait presque la même chose avec le capitaine Mamadou Racine Sy, qui fut le premier capitaine tirailleur noir de l'Afrique occidentale, qui a été inconnu également au Sénégal, qui a longtemps défendu la cause coloniale, mais par la suite s'est retrouvé également avec des pierres sur le dos. Donc je voudrais faire ce parallélisme-là pour voir les deux personnes, quel est le juste milieu de Deves par rapport aux acquis qu'il a eu à poser dans l'échiquier national. Voilà. Là, je vous remercie grandement également. J'ai beaucoup appris très sérieusement. Voilà, merci. Je m'appelle Abou Thiam. Je suis artiste chanteur qui s'agite beaucoup sur les questions de l'eau depuis quelque temps. Je vais remercier Yaya Dia qui m'a envoyé donc l'information selon laquelle que cette conférence devait avoir lieu. Et moi, ce qui m'a emmené, c'était le devait. C'est le devait qui m'a fait bouger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis né dans un comptoir bordelais de chemin dans le Fouta, dans un petit patelin qui s'appelle Ngouy, qui était une sorte de ramification de la maison mère de Saint-Louis. Donc mon papa a eu à séjourner à Saint-Louis un bon poulard jusqu'au moment où il a rencontré donc cette maison. Je ne saurais dire comment, mais cette maison où il a eu à faire un stage, peut-être il a été affecté dans un premier temps dans Kaskas, un village qui s'appelle Kaskas, qui est un chef-lieu d'arrondissement.
où il n'a fait qu'un mois et il est venu à Ngui. Très jeune, je me suis frotté donc au blanc, même si c'était à distance, parce qu'il venait très souvent faire l'inventaire. Et j'ai vécu aussi ces échanges qui se faisaient à l'époque. D'abord, les produits qu'on apportait, des produits qu'on ne trouvait nulle part que dans cet endroit. Et j'ai vu aussi les Maures et les Peuls venir vendre la gomme arabique qui se transportait donc par des pirogues pour revenir à Saint-Louis. Ça, je l'ai vécu. Cette maison, donc, j'y suis né. Et mon papa, qui n'est pas véritablement de ce village, il dort en fait dans ce village d'Ungui. Et par intuition, je ne sais pas quoi, je me suis opposé effectivement à la vente de cette maison en 1995 et je l'ai restaurée en 2003. Et j'envisage d'y mettre depuis 10 ans avec Yaya d'ailleurs le musée de l'eau. Pourquoi le musée de l'eau? Parce que on s'est dit que quand même nul n'était la navigabilité sur le fleuve Sénégal, ce comptoir n'aurait pas existé. Et donc, pour ces raisons, pour le liquide précieux, pour le papa, pour ma naissance dans ce comptoir que le papa a récupéré après le départ des Blancs, fait que je suis foncièrement attaché à ce vieux patelin Ngui, où je vais relancer à partir du 12 mai prochain mon fameux festival de l'eau du Fouta. Merci beaucoup. Je voudrais bien faire une traduction aussitôt que possible. C'est un peu difficile chez nous au niveau de les presses universitaires parce que ce n'est pas nous qui avons les droits d'auteur. C'est la presse universitaire. Il faut négocier avec une presse pour qu'ils peuvent payer les droits d'auteur à notre maison de presse. Mais grâce à l'Institut des études avancées du professeur Babacar Fall et leur équipe, ils se lancent dans ce projet et ils m'encouragent à faire la traduction. Et comme ils ont des liens avec les maisons de presse Cartala à Paris et une équipe qui peut s'occuper de la traduction, c'est ça aussi, à trouver quelqu'un qui connaisse, qui sache soit le milieu sénégalais, mais aussi comment rendre le travail d'anglais à français. Ça aussi, il faut avoir des gens qui peuvent faire le travail comme ça. Donc, espérons que ça va venir bientôt, mais on est en train de discuter. Deuxièmement, je veux juste répondre à Monsieur Mbaye et vos interventions sur les maisons de commerce et la faillite et la faillite des entreprises, les maisons de commerce, la faillite d'entreprises et les Libano-Syriens et les petits blancs. Et je pense que peut-être toi, tu es mieux placé que moi à aller plus loin dans cette direction. Mais il faut dire que pour la maison de Vez, ils étaient déjà dans une position de désavantage quand les Libano-Syriens sont arrivés. Donc pour eux, ils ont vécu vraiment la dernière position dans le commerce jusqu'avant que les Libano-Syriens sont vraiment lancés comme des agents de commerce à l'intérieur. Mais c'est une façon intéressante, c'est important à constater que dans le système du capitalisme, il y avait soit que c'était quelque chose qui s'est déroulé
à point ou quelque chose qui était mis en œuvre à cause de la façon du capitalisme dans le monde, la façon que le capitalisme était en train d'aller dans un certain point dans le monde. C'est ça dont j'ai pensé. Monsieur Yaya? Monsieur Jan. Monsieur Jia. Excusez-moi, c'est mes oreilles qui... Monsieur Jia. Vous avez précisé une question. La bourgeoisie autochtone contre la bourgeoisie française. Et là, il y avait vraiment peut-être une concurrence, si on peut dire. Mais comme vous avez dit, dans une période où il n'y avait pas les frontières qui étaient marquées et qui étaient surveillées, avec les polices qui ont décidé qui peuvent être dans telle partie ou une autre partie, il y avait les champs à faire leurs manœuvres. Surtout dans cette période, on a les familles métisses du Sénégal qui sont allées en Sine Saloum, à Kaolack, à Sokone, pour s'installer, pour élargir leur position dans les maisons de commerce. Mais ce que vous avez dit et ce que M. Sall a dit m'a fait penser d'un point qu'il faut aussi dire. Pour ces familles, surtout pour les Devez, ils ont eu un avantage parmi les Français dans le sens qu'ils étaient liés aux Sénégalais par les rapports des parentés, puis par les rapports des clients et clientèles, mais aussi parce qu'ils ont grandi dans un milieu où ils ont compris la société, même qu'ils n'étaient pas musulmans, ou ils n'avaient pas le même... il y avait certains qui sont allés vers les Mourides ou les Tidjani, mais pas les Devez, par exemple. Mais ils ont compris le milieu religieux à l'époque, les liens sociaux, les coutumes. Mais ça m'amène à une autre question, ce que tu as posé, la question de l'impérialisme. Et c'est une question qui... c'est une question qui est peut-être difficile à dire, mais il faut expliquer un peu. Et c'est-à-dire que quand on pense de l'impérialisme, quand on pense de la famille Devez, est-ce qu'on voit une famille qui était les impérialistes, qui s'est considérée peut-être dans une position à mieux gérer l'entreprise coloniale que les Français de la France? Ça ne dit pas que ils n'étaient pas attaqués par le système colonial ou ils ont opposé le système colonial, mais on sent que dans le discours qu'ils ont prononcé dans certains de ces événements, que eux, ils étaient frustrés par les administrateurs à Saint-Louis qui ne comprenaient pas le Sénégal. Ça m'a fait penser un peu de cette question-là. Et merci beaucoup, M. Cham, pour ton intervention aussi. Et tu as amené quelque chose pour nous. En ce qui concerne l'héritage, le patrimoine, l'histoire de Saint-Louis, du fleuve Sénégal, des gens de Podor, tout ça a été lié à un certain moment. Et ça m'encourage qu'avec le musée, avec ce que vous faites, vous continuez à aller dans cette direction, à faire connaître ces connexions aux autres. OK. Let's see. Bon. Je ne vois pas qu'il y a les messages
sur Zoom, mais s'il y a les autres participants qui est à l'Internet, je passe le micro. Je m'appelle Fernand Brigaud, je suis retraité. Bon, j'ai fait une carrière dans l'aviation. Vous avez cité pas mal de noms qui me font penser à certaines choses. Par exemple, vous avez cité Alain Lantier, qui a été maire de Saint-Louis. Et pourquoi un maire de Saint-Louis antillais? Parce que Napoléon, au moment où il a rétabli l'esclavage en France, sous la pression de Joséphine, a décidé d'exclure, de sortir de France toutes les troupes de couleur. Les troupes de couleur qui avaient été créées en France par le chevalier de Saint-Georges, qui était un métis guadeloupéen de mère sénégalaise. C'était une esclave sénégalaise qui était la mère du chevalier de Saint-Georges, qui avait été envoyée par son père faire des études en Europe et qui avait été reconnue par son père, qu'il avait, disons, vraiment éduqué. Et ce chevalier de Saint-Georges, qui a été un très grand musicien, puisqu'il était beaucoup plus renommé que Mozart à l'époque, qui était un maître d'escrime à la cour d'Angleterre, c'est lui qui a organisé les troupes au moment où Napoléon a eu besoin a voulu, disons, envahir l'Europe en quelque sorte. Et c'est ce chevalier de Saint-Georges qui a créé les troupes noires avec Alexandre Dumas et les autres. Et lorsque Joséphine a décidé, disons, convaincu Napoléon de rétablir l'esclavage, il y a un régiment entier d'Antillais, enfin ils ont été envoyés aux Antilles, ils ont été envoyés, disons, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou Haïti, et un régiment entier est arrivé au Sénégal. Si bien qu'au Sénégal, la démobilisation a eu lieu, les officiers supérieurs peut-être sont repartis vers les Antilles parce qu'ils avaient peut-être les moyens de le faire, mais je suis sûr que la plupart des hommes de troupe sont devenus des artisans ici. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a, disons, un maire antillais, un maire qui a été antillais à Saint-Louis, Alain. Et bon, parmi les familles mulattes de Saint-Louis, il y avait beaucoup de familles qui avaient, disons, des parents antillais. J'ai des noms en tête, les Dins, etc. etc. Mais il y a beaucoup de familles aussi, qui s'appellent Gay, Diop ou Fall, qui ont des Antillais parmi eux. Parce que bon, Saint-Louis, ce n'est pas un métissage seulement européen, sénégalais, mais c'est un métissage aussi bambara, comme la moitié de la population de Saint-Louis est d'origine bambara, hein, etc. Hein? Donc, Alain m'a fait penser à ça. Vous avez parlé de la gomme aussi. La gomme, évidemment, c'était la grande ressource, puisque l'esclavage, c'était une affaire différente, qui était organisée plutôt par les Saracolais qui capturaient des Bambaras et qui les amenaient ici, donc qui les mettaient entre les mains de revendeurs, qui revendaient donc aux esclavagistes qui passaient le long de la côte et qui étaient avertis lorsqu'il y avait des esclaves à vendre. Mais disons que le métissage à Saint-Louis a été constant et très divers, quoi. Très divers. Je pensais donc à la gomme. Vous avez parlé de la gomme. La gomme, effectivement, c'était donc une des principales ressources des traitants, surtout lorsque l'esclavage a disparu. Mais avant cela, c'était, disons, la seule grande affaire des traitants, qu'ils soient mulâtres ou wolofs. Et les traitants avaient aussi, les Saint-Louisiens, avaient décidé de certaines lois qu'ils avaient mis en place et qu'ils imposaient à l'administration française, c'est-à-dire n'avaient le droit de faire du commerce avec l'intérieur que ceux qui étaient nés à Saint-Louis. C'est-à-dire que les Européens ou autres qui venaient à Saint-Louis et qui s'installaient n'avaient pas le droit, on ne les laissait pas faire du commerce vers l'intérieur. C'était les Saint-Louisiens qui se réservaient ce droit. La gomme, le gouverneur Lasserre, en Thermidor en 10, c'est-à-dire en 1802, avait décidé de faire une compagnie à monopole, dans laquelle, bien sûr, ce serait lui le patron. Il avait associé quelques comparses saint-louisiens, mais bon, en petite quantité, peut-être à des niveaux très faibles.
Et il avait décidé qu'il serait le seul désormais à pouvoir faire le commerce de la gomme. Alors ça a commencé à chauffer les oreilles des Saint-Louisiens qui, disons, manifestaient, exprimaient leur mécontentement, leur désapprobation, etc. Et parmi ces Saint-Louisiens-là, il y avait un dénommé Pellegrin, la famille Pellegrin, que les Saint-Louisiens connaissent. Marcel Pellegrin était directrice de l'école des sages-femmes à Dakar il n'y a pas longtemps encore. La famille Pellegrin, donc un des jeunes Pellegrin, commençait à faire de l'agitation en ville et, disons, s'élever contre la mesure du gouverneur Lasserre. Alors bon, au bout d'un moment, ça a commencé à chauffer les oreilles de Lasserre, qui a décidé d'enfermer le Pellegrin là. On l'a enfermé. On l'a mis en prison. Et là, l'aîné de la famille Pellegrin a décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. Et il a armé la population secrètement. Il a armé la population secrètement. Et le 24 juillet 1802, c'est-à-dire en Thermidor en 10, la population de Saint-Louis a attaqué les casernes, le gouvernement, et ils ont fait prisonnier les principaux officiers qui étaient là. Ils ont fait prisonnier le gouverneur Lasserre, etc., qui raconte lui-même, je crois que c'est dans le bouquin de Cohen, du professeur Cohen de UCLA que j'ai lu ça, le professeur Cohen ou Wesley Johnson, je ne sais plus lequel. Donc il dit, on m'a mené nu et enchaîné au quartier général des insurgés, au sud. C'était peut-être cette maison, on ne sait pas. Et on l'a mené nu et enchaîné. Il dit, on l'introduit dans le bureau de Pellegrin, il sort son revolver, il l'applique sur la poitrine du gouverneur, il tire 2 fois. Et le gouverneur Lasserre dit, le coup ne partit pas. Et ce grand sauvage, pris de fureur, me prit le bras et me le mordit. Le stomach. Après cela, bon, ces gens-là, disons, le petit groupe qui avait été, disons, neutralisé, quoi, le gouverneur, sa femme et puis son entourage et quelques officiers, ont été mis dans des bateaux qui étaient commandés par un bonhomme qui s'appelait Tolma, un officier de marine français qui avait pris le parti des insurgés. On les a livrés aux Anglais qui les ont expulsés. Ça, c'est pour revenir à la gomme. Mais disons que la gomme a été longtemps un problème parce que Faidherbe, ce qu'il a opposé aux mulâtres et aux Wolofs de Saint-Louis, c'est précisément que, bon, il voulait donner la priorité aux Bordelais. Et pour cela, il luttait farouchement contre les gens, les Saint-Louisiens. Et pour les détruire, déjà qu'ils étaient, en ce qui concerne les mulâtres en tout cas, c'était facilement, on pouvait les détruire facilement parce que c'était des gens qui avaient commencé à gagner de l'argent et qui allaient faire la noce à Gorée. Régulièrement, ils abandonnaient leur travail pour aller passer 1 mois à Gorée, faire la noce. Il y avait des tables de jeu, il y avait des femmes, des choses comme ça. Mais Faidherbe avait trouvé un autre stratagème, j'ai lu ça mais je ne sais plus où est ma référence. Il avait fait des hangars sur les quais et il louait le hangar, il ne donnait pas le même prix pour tout le monde. Par exemple, un hangar, on disait le mètre carré pour un Bordelais, ce sera 1000 francs. Pour un Saint-Louisien, ce sera 2000. Les gens ne le savaient pas. Mais il a détruit le commerce saint-louisien en utilisant des stratagèmes de ce genre, en faisant, disons, une discrimination sur les loyers qu'il faisait payer aux gens pour les hangars. Et c'est là que la chute est venue assez brutale. Parce que Faidherbe avait, disons, il avait certainement des qualités, mais il avait des défauts. Et ces défauts, c'était qu'il ne s'entendait pas du tout avec les Saint-Louisiens, finalement. Puisqu'il y avait des problèmes. Disons, dans les mulâtres dont je suis, un des problèmes majeurs, c'était qu'il était, disons qu'il n'appréciait pas trop les catholiques, quoi. Et ces mulâtres-là, les membres, ils étaient très religieux, très catholiques, bon, enfin. Donc, de ce côté-là, et pour en revenir à Gaspard Devèze. Gaspard Devèze, c'était, comme l'a dit monsieur, un monsieur qui était, vraiment, on ne savait pas très bien sur quel pied danser parfois.
Parce qu'on a dit que Gaspard Devèze était franc-maçon, et c'est vrai, c'était un éminent franc-maçon, mais j'ai vu la photo tout à l'heure avec Elisabeth, sa fille était carmélite. Oui. Sa fille était dans un monastère catholique carmélite. Ça veut dire que lui, bon, on ne savait pas trop. Hein. De temps en temps, il était à gauche, de temps en temps, il était à droite. C'est ça. Il était de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite. Et il avait effectivement une opposition frontale avec une certaine partie de la population mulâtre, puisque les mulâtres étaient très catholiques. Hein. Et les problèmes qu'il a eu quand il a été maire, Gaspard Devèze, en 1880, on l'a fait démissionner parce que les gens avaient pris le conseil colonial d'Esmé et Gascogne. Gascogne, c'était un mulâtre de Saint-Louis qui avait décidé un jour de partir s'engager dans les troupes pontificales à Rome pour défendre la papauté qui était attaquée par des troupes italiennes. Donc c'était un bonhomme qui était absolument complètement dans les histoires de religion. Et donc ils avaient pris le conseil colonial d'Esmé Gascogne, d'Esmé c'est mon arrière-grand-père, et ils ont, à ce moment-là, Gaspard Devèze était maire de Saint-Louis. Et son adjoint c'était Crespin, qui était lui aussi, franc-maçon. Et le deuxième adjoint, c'était Charles Valentin. Et le conseil colonial a bloqué Gaspard Devèze au point qu'il a été obligé de démissionner parce que c'était le conseil colonial qui votait son budget, pratiquement, qui était la source de ses revenus. Gaspard Devèze a démissionné. Crespin a pris on a nommé Crespin. Crespin a démissionné au bout d'un moment parce qu'il était dans la même logique et dans le même, disons, état d'âme religieux, si j'ose dire. Et c'est Charles Valentin qui est devenu maire, mais il est resté maire 10 jours parce qu'il est mort, je crois. Charles Valentin. Le 2 août, il est devenu maire le 2 août 1880. Et que le rôle des métis a démarré assez tôt, puisque déjà au début du 19e siècle, les métis manifestaient par leur dynamisme, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, épisode pèlerin en passant. Et puis là, je me suis dit, mais sans doute que la métropole a tout fait pour casser cette dynamique métisse, mais je me demande si elle était arrivée à son terme ou si le mouvement avait pu continuer. Est-ce qu'on n'aurait pas assisté à quelque chose de semblable à ce qui s'est passé dans les républiques sud-américaines où l'indépendance a été menée par ce qu'on appelle là-bas les créoles, et qui sont peut-être l'équivalent de nos métis saint-louisiens. Je ne sais pas, hein, c'est une question que je me posais comme ça en profane. Voilà. Voilà, je vous remets le micro, Hilary, peut-être pour dire. Mais ce que tu as dit sur les liens entre Amérique du Sud avec la créolité, avec les pays, soit dans la Caraïbe, mais aussi aux États-Unis, dans la Louisiane, par exemple, à la Nouvelle-Orléans. La lutte pour la politique et la citoyenneté était quelque chose qui était... que tous ces gens-là ont partagé entre eux. Je crois que c'était François Monchouel qui a exprimé qu'il faut penser du fait que les métis du Sénégal avaient le contact avec les Antillais de Guadeloupe, de Martinique, surtout au fin du 19e siècle, pendant la Troisième République. Et c'est à cause de cette amitié, cette connaissance, qu'il y avait une sensibilité de l'idée des droits électoraux au Sénégal. Right? Ça ne dit pas que ce qui était de la
la politique des originaires était unique d'eux-mêmes aussi, mais que, comme vous lisez l'histoire de cette période-là, vous voyez que les Desmé, les Devez, les Crespin, ils ont dit aux administrateurs, aux Antilles, il y a un conseil général, pas le conseil colonial, le conseil général. Il faut que le Sénégal ait la même chose. Mais des fois, peut-être à cause de notre vie, le fait que nous vivons dans les pays qui sont... on se définit par une histoire nationale, nous ne voyons pas qu'il y avait ces liens qui a traversé l'Atlantique, qui n'étaient pas juste la France en donnant quelque chose au peuple dans la Caraïbe ou au Sénégal, mais que c'était les peuples eux-mêmes qui ont battu parmi le système des droits électoraux de la France. La France a ouvert un terrain et les autres ont pris cette idée en charge. C'est ça que je vois. Mais cette histoire entre les Antilles et le Sénégal, ça m'intéresse et je suis en train d'écrire un petit chapitre sur un nouveau ouvrage sur les Antilles au Sénégal. Un mot de remerciement et qu'on donne la parole à notre ami Abou Thiam qui a fait un excellent témoignage sur son rapport avec l'escale dans le Podor, de traduire ça en musique. Hein? Je voudrais demander à Isabelle. Isabelle? Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Hilary pour cette présentation extrêmement intéressante. J'ai rencontré aussi les Devez dans les archives et au début du XXe siècle, on les rencontre comme défenseurs de leur réseau de clientèle dans les affaires judiciaires, dans les conflits civils qui mettent en jeu à la fois la justice coutumière et une justice coloniale. Ils en appellent souvent à l'administration coloniale pour défendre leurs clients dans le bassin arachidien notamment. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que à ces occasions-là, ils se posent en assimilationniste juridique, c'est-à-dire qu'ils en appellent au gouverneur pour faire appliquer le droit et contre le droit coutumier. Alors qu'il me semblait qu'au milieu du XIXe siècle, ils étaient plutôt proches des chefs, comme vous l'avez dit, et contre l'administration coloniale. Là, il y a un peu un renversement. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Et peut-être le pouvoir économique que la période avant, il a su que c'était possible à porter plainte avec des problèmes des agriculteurs, surtout dans sa région, vers Rufisque et dans cette région-là. Donc peut-être c'était une question de l'éducation, de la formation, et le fait qu'il était sur place et il a connu Saint-Louis aussi bien qu'il a connu le milieu de Rufisque ou Bargny ou la Rufisque, le milieu des cultivateurs. Comme le professeur Ablaye Sène l'a demandé, que nous puissions encourager à ce que l'histoire économique de Saint-Louis soit faite. Et je voudrais en profiter pour demander au premier intervenant, M. Mbaye, je pense de pouvoir qu'on va entrer en contact pour voir comment ces travaux peuvent être prolongés dans le sens de prendre en charge cette question de l'histoire économique et surtout de la biographie de la famille Devez, comme également une illustration extrêmement importante des changements qui s'opèrent et de ce tournant en un moment où l'essentiel, les chefs indigènes jouaient un rôle très important dans le commerce comme relais,
pour la capture des produits destinés à la vente. Et progressivement, il y a un renversement de tendance qui explique aussi de ce changement de conduite avec la mise en place du système colonial, où l'économie de traite commande le fait de s'appuyer davantage sur les lois métropolitaines pour précisément défendre les intérêts des traitants qui sont en cours qui sont confrontés effectivement à ce changement de contexte. Je pense que l'histoire économique de Saint-Louis et de la vallée devrait effectivement permettre d'expliquer ces différents éléments. Je voudrais, avant de passer la parole pour la note de musique à notre ami Abou Thiam Ngarilaou, remercier l'ensemble des collègues, des amis, mon ami Yaya Dia, professeur Khalidou Si, et l'ensemble des participants, certains que je n'ai pas vu leur nom, mais en tout cas, apprécier aussi, remercier l'ensemble des collègues qui à distance nous ont suivis depuis, je vois les Mamadou qui nous ont suivis depuis le Cameroun, d'autres depuis la Côte d'Ivoire, ensuite de Dakar. Donc, ici, il y a au moins 22 personnes à nous suivi de la discussion. Et je vais donc passer la parole à Abou Thiam pour cette note de musique qui va nous replonger dans l'ambiance de Saint-Louis et dans l'ambiance de la vallée du fleuve Sénégal, dans ses rapports avec Saint-Louis. Encore une fois, merci Hilary, merci Luc Camara, merci Moustapha, merci Samb pour l'ensemble des dispositions techniques. Merci le CRDS, Fatima, Madame Gom, Aminata, merci à toute l'équipe pour avoir permis d'organiser cette séance de travail, pour faire participer les collègues situés à de longue distance. Je vois Adopouy qui nous a suivis depuis le Niger. Voilà, Hilary, je laisse la parole à Thiam, Abou Thiam Ngarilaou. Le décor se met en place. Yalla gulel da sabu wallahi sangelo bari yo jamwal Burkina Faso oria japullo sinamina indario buntu lewna la el corniche yaya wi ngari njoli gildo ha jalju hay ko por min namnak Padro min jolioyi ɗon yaade yettade seede kalmi ko gonga ko bayi Abdoul pullo gaynuro golle jibinani ɓuraɗo nene dakkan jallel jeeri bamdi e baru min de ko yaya tan jaran jeten sababu amar yaya salbalo lamtoro gueɗe amarde hollini jontaɗ jayde jabyo jayde jam taballeji jayni jam arɗo jawɓe sagelo baali pulo mbrayire